Hichem Fourati est devenu le nouveau ministre de l'Intérieur tunisien. Il a prêté serment lundi au palais de Carthage. Libération de 5 soldats égyptiens retenus en Libye. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse donnée au Soudan. Puis au Sénégal, les habitants de Dakar sont confrontés à une grave pénurie d'eau. Ils ont du mal à s'approvisionner en eau depuis leur robinet. Voilà, c'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. En Tunisie, le nouveau ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, a prêté serment devant le président de la République ce lundi. La cérémonie a eu lieu au palais de Carthage. Voici les images. Le ministère de l'Intérieur tunisien a officiellement à sa tête un nouveau chef, Hichem Fourati, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris les rênes du département lundi après avoir prêté serment devant le président de la République, Bédi Caïd Essebsi. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de Carthage. Sa prestation de serment est intervenue 48 heures après le vote de confiance de l'Assemblée nationale, représentant du peuple en sa faveur par 148 voix contre 13 et 8 abstentions lors d'une séance plénière. Hichem Fourati a été nommé par le Premier ministre Youssef Caïd le 24 juillet dernier pour remplacer Lafti Ibrahim, limogé début juin après la mort de dizaines de réfugiés dont la plupart étaient des Tunisiens originaires de Kalkena. Licencié en droit, le nouveau ministre né en 1967 a rejoint le ministère de l'Intérieur en 1996 en tant que conseiller des services publics. Depuis 2015 et jusqu'à sa nomination à la tête de ce ministère, il occupait les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'Intérieur. Un responsable soudanais du service national de renseignement et de sécurité a annoncé lors d'une conférence de presse donnée à Khartoum la libération de 5 soldats égyptiens retenus en otage en Libye. C'était au cours d'une opération conjointe des services de renseignement soudanais et égyptiens. Voici les détails. Un groupe de soldats égyptiens enlevés le long de la frontière entre la Libye et l'Égypte ont été libérés ce lundi. Au nombre de 5, les soldats étaient retenus en otage dans le sud de la Libye. Ils ont été libérés grâce à une opération de sauvetage conjointement menée par les services de renseignement militaires soudanais et égyptiens. L'opération de sauvetage a été menée en coordination avec le NISS, le renseignement militaire soudanais et le service de renseignement égyptien. Cette opération de libération a duré plusieurs jours jusqu'à ce que, grâce à Dieu, ils soient libérés en toute sécurité. Ils sont arrivés aujourd'hui à Khartoum. L'armée égyptienne a confirmé la libération de ces soldats. Elle a également affirmé que les otages faisaient partie d'une patrouille portée disparue. Présidentielle au Mali, les 2 principaux candidats que sont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival Soumaïla Cissé se disent tous deux en tête. Le scrutin a été marqué dans plusieurs zones du nord et du centre par des attaques djihadistes présumées et une faible affluence. Voici le reportage. Le directeur de campagne de Soumaïla Cissé a affirmé que selon leur propre décompte, le candidat de l'opposition est en tête devant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et qu'il y aura un deuxième tour à l'élection présidentielle. Le camp de Cissé dénonce également des supposés bourrages d'urnes dans certaines localités et demande un recomptage. Je vous ai dit également que nous avons notre propre centre de compilation des résultats. Et nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il y aura un deuxième tour de cette élection présidentielle entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Les premiers résultats nous ont permis de constater des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du nord du pays. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats. Le camp du président sortant annonce quant à lui que le président Ibrahim Boubacar Keïta
est largement en tête selon leurs estimations. Selon les premiers résultats issus du système de centralisation de l'Alliance EPM, la tendance générale indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête. Toutefois, la loi électorale interdisant de diffuser des résultats, l'Alliance EPM attend avec sérénité les résultats officiels qui devraient être prochainement communiqués par les autorités compétentes. Plus de 8 millions d'électeurs étaient convoqués pour reconduire pour 5 ans le président Ibrahim Boubacar Keïta ou lui préférer un de ses 23 concurrents, dont le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Selon les premières constatations d'observateurs électoraux, le taux de participation n'était pas connu dans les médias, mais s'annonçait faible. En République démocratique du Congo, les partisans de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba se font une joie de le recevoir pour son retour. Un retour annoncé mercredi à Kinshasa, puis samedi dans son fief familial de Guémena. Suivez plutôt. Donc le président arrive bel et bien le 1er août à Kinshasa et le samedi le 4 août, il sera bel et bien avec nous ici à Guémena. L'arrivée de Bemba montre un nouvel espoir de la RDC pour une alternance dans notre pays, ce qui est une joie pour les fils du pays. L'arrivée de Bemba en RD Congo montre que le pays est sauvé. On a besoin de sa présence pour que le pays se remette sur pied. Nous vivons comme des morts vivants. Nous attendons notre Moïse libérateur. Nous attendons que notre Moïse libérateur vienne délivrer ce pays et que nous soyons dans la joie. Les habitants de la capitale sénégalaise Dakar ont du mal ces derniers mois à s'approvisionner en eau depuis leur robinet. À l'origine des travaux sur les installations des ouvrages de conduite d'eau qu'effectue la SONES. En banlieue de Dakar, la Sénégalaise des eaux a mis en place des points de distribution d'eau. Des camions-citernes font des allers-retours pour soulager la population en souffrance. Mais pour avoir de l'eau dans ces points-citernes, il faut faire un parcours de combattants. Le constat avec Tchèque Berté, notre correspondant à Dakar. C'est une scène inédite au Sénégal, désormais courante à Dakar. En plein cœur de la capitale du Sénégal, les populations manquent de l'eau, le bien le plus basique. Parce que chez eux, les robinets ne coulent plus, les habitants se ruent sur les citernes et les points de distribution. Il faut se battre pour espérer remplir sa bassine et la situation perdure depuis 4 mois. On en a ras-le-bol jusqu'au cou. Nos femmes ne dorment plus, nous les maris on ne travaille plus à l'heure. On doit quitter la maison à 6h du matin, on est obligé de rester jusqu'à 8h pour attendre les femmes puiser et transporter l'eau dans nos maisons pour ensuite aller au boulot. Vraiment, ça suffit quoi, ça suffit. Ça suffit vraiment. Astou Sané n'en pouvait plus d'aller se battre à la citerne. Elle a donc trouvé une solution, s'approvisionner chez des voisins généreux qui ouvrent leurs pompes. Mais là aussi, il faut patienter plusieurs minutes, voire des heures. Un prix lourd à payer pour elle, pour remplir ses bidons. Je suis très fatiguée, trop même, parce que ça a même handicapé toutes nos occupations. Il y a quelque chose à aller régler, mais tu laisses tout tes espoirs pour aller chercher de l'eau. La Société nationale des eaux du Sénégal mène de grands travaux sur les ouvrages de conduite d'eau pour rattraper 15 années de retard d'investissement structurant, selon son directeur. Pour lui, cette pénurie d'eau est le résultat de l'explosion démographique de la ville. Dakar, c'est 70% des besoins sur 0,7% de la superficie. Voilà quelles en sont les raisons. D'ici la fin de l'année, suivant un plan d'action, nous comptons mobiliser 100 millions de litres d'eau au profit de ces populations-là à travers la réalisation de plusieurs forages dans Dakar et ses environs. La situation devrait s'améliorer d'ici mi-août et progressivement en septembre. En attendant, les habitants de Dakar continuent leur course à l'eau qui commence depuis l'aube dans certains quartiers.
Depuis le 2 juillet, les ONG dénombrent près de 9000 personnes touchées par l'opération de déguerpissement des populations vivant à proximité de l'abattoir de la commune de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Au lendemain de cette opération, plusieurs familles avaient trouvé refuge dans des cimetières. Aujourd'hui, elles sont logées dans des écoles. Elles interpellent les autorités ivoiriennes afin qu'une solution soit trouvée. Après le passage des bulldozers, voici ce qui reste du quartier abattoir de la commune de Port-Bouët à Abidjan. Un quartier périphérique qui n'a pas été épargné par les autorités ivoiriennes. En effet, après les drames occasionnés par les récentes pluies diluviennes sur la ville d'Abidjan, le gouvernement ivoirien avait décidé de la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage, ainsi que le déguerpissement des personnes vivant dans les zones à risque. Les populations habitant à Port-Bouët abattoir, à la lisière de la lagune, en ont fait les frais depuis le 2 juillet 2018. Dans l'espoir de trouver un abri définitif, certains habitants avaient momentanément élu domicile dans ce cimetière. Heureusement, ce séjour sera de courte durée pour ces enfants qui semblaient apprécier cette cohabitation avec les morts. Mawa Sankaré et ses 6 enfants vivent désormais dans cette école primaire avec le sentiment d'avoir été une victime des autorités ivoiriennes. Celle-ci, on dirait nos enfants. Dans le moustique, là, on ne sait pas comment on fait. Parmi ces déguerpis, on rencontre beaucoup de ressortissants du pays de la CEDEAO. Les ONG dénombrent aujourd'hui 500 familles sinistrées vivant dans cette école. Bandé Karamoko Aboulaye est le président du collectif des déguerpis de la commune de Port-Bouët abattoir. Le chef de l'État prend le vivre ensemble. Il veut que la population ivoirienne soit ensemble et que la population puisse vivre en tout cas à sa fin. Nous ne pouvons permettre à les agents véreux du district d'Abidjan de ternir ce grand travail que le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement sont en train de fournir nuit et jour. Une zone d'ombre plane sur les motifs de déguerpissement dans ce quartier. De nombreuses familles sinistrées, logés pour la plupart dans cette école primaire, réclament la vérité. Et selon eux, le district d'Abidjan est loin d'être proche de la réalité. Désormais installés dans des conditions insalubres, elles s'inquiètent pour la santé de leurs enfants, devenus pour la circonstance des SDF. 26 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale séjournent dans la capitale togolaise depuis le 29 juillet. Ils sont venus pour prendre part au sommet conjoint qu'organisent ces deux organisations sous-régionales. Vu les menaces d'insécurité qui sévissent dans les espaces de la CEDEAO et de la CEAC, les chefs d'État ont décidé de conjuguer les stratégies et le mécanisme de lutte contre le fléau. Pour rappel, l'initiative de la tenue du présent sommet conjoint trouve son origine dans la décision prise par la conférence des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le COPAX, au cours du sommet extraordinaire tenu à Yaoundé le 16 février 2015, consacré à la lutte contre le groupe terroriste connu sous l'appellation Boko Haram. Ainsi, au cours de ce sommet, nous avions convenu que la question terroriste, singulièrement la lutte contre Boko Haram, pourrait être un levier du raffermissement de la coopération entre nos deux régions liées par l'histoire, la géographie et des affinités culturelles. C'est à ce titre que je souhaite que les travaux de ce sommet conjoint examinent avec rigueur la question liée à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.